Alors, je vous présente trois grosses, immenses, méga chaînes de pharmacie aux États-Unis. Walgreens, CVS et Rite Aid. Ce que je disais, c'est qu'à l'exception de Walmart, qui a aussi des pharmacies, ces trois grosses chaînes de pharmacie-là se retrouvent dans les 5 plus grosses aux États-Unis. Si on fait une comparaison avec les chaînes de pharmacie que nous, on connaît, la plus grosse chaîne de pharmacie au Canada, ben, c'est Shoppers Drug Mart, qui a aussi les Pharmaprix au Québec. Et Shoppers a 1200 magasins à travers tout le Canada, d'un océan à l'autre. Jean Coutu a au Québec 419 magasins et maintenant a été acheté par le groupe Métro qui avait les pharmacies Brunet. Puis Brunet, c'est 258 pharmacies. Les Walgreens, les Rite Aid et les CVS de ce monde sont dans les 10 000 magasins chaque. C'est immense si on fait la comparaison. Ce qui arrive, c'est que toutes ces pharmacies-là, jusqu'à tout récemment, vendaient des cigarettes. Et on n'a pas de leçon à leur donner parce que si nous, ici au Québec et en Ontario, on ne vend pas de cigarettes, c'est parce que la loi empêche les pharmacies de le faire, tout simplement. Parce que je ne suis pas sûr s'ils auraient essayé de le faire par eux-mêmes. La question se pose, à tout le moins. Aux États-Unis, c'est encore permis par la loi. En fait, il y a une loi qui a été passée dans certains États où c'est 21 ans maintenant que tu peux t'acheter des cigarettes dans une pharmacie. En 2014, CVS a décidé de cesser de vendre du tabac dans ses pharmacies. Ils ont eu le courage. Ils ont eu le courage de ne pas juste penser à l'argent parce que les ventes de cigarettes chez CVS seulement dans une année, c'est 2 milliards. 2 milliards de dollars de ventes en produits du tabac dans une année. Et ils ont eu le courage de dire, on scratch ça, on enlève ça de nos tablettes, parce que la mission de CVS, en fait, le pourquoi de CVS, c'est nous aidons les gens partout à travers le monde à vivre des vies plus en santé et de façon plus heureuse. Alors, quand tu as ça comme mission, là, puis que tu vends des cigarettes, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Les autres compagnies, Rite Aid et Walgreens, mais c'est la même chose. Walgreens, ils disent que leur mission, c'est nous avons un intérêt personnel dans votre santé et votre mieux-être. Ah ouais. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle un disconnect. C'est là que ton pourquoi, parce que l'atelier qu'on va passer ensemble dans les quelques 1h45, 2 prochaines heures, c'est une suite, dans le fond, à l'atelier qu'on a fait ensemble avec SDCPR, là, environ un mois, le 28 janvier dernier, qui était l'atelier définir son why, définir son pourquoi. Certains d'entre vous étaient présents à cet atelier-là. D'autres, c'est des sujets qu'on a discutés ensemble, soit dans des coachings ou d'autres occasions. Quand on parle de définir son why, bien justement, ces compagnies-là en ont défini un, sauf qu'ils ne sont pas passés à la suite. Et ce qu'on fait ce matin, c'est justement la suite de ce fameux why-là. Parce que définir ton pourquoi, c'est une chose, ça met des mots sur la meilleure version de toi-même, ça te donne une meilleure direction, puis un meilleur focus, une meilleure clarté. Ça ouvre des conversations, puis ça a le potentiel de gagner la confiance des gens avec qui tu travailles, autant tes clients, tes fournisseurs que tes partenaires et employés. Il y a plus que ça. Ton why, là, que ce soit pour ton organisation ou toi personnel, si tu es solopreneur, ben il faut le mettre en mouvement, il faut le mettre en action. Fait que dans le fond, c'est un peu ça qu'on va voir ce matin, c'est le comment. C'est qu'on va faire une petite révision vite sur ce qui a été fait le mois passé et on va s'attaquer beaucoup plus à ce why-là, à le mettre en mouvement, puis comment on peut faire ça. En passant, compagnies comme les deux autres compagnies qui ont continué et qui continuent encore à ce jour à vendre du tabac dans leur pharmacie, ils ont été challengés là, en disant Hey, CVS, eux, ont arrêté, puis pourquoi pas toi? Puis la réponse là, vraiment politique de ces compagnies-là a été ben, on offre une large gamme de produits qui sont tous autorisés par la loi. Ça, là, ça me fait penser à un gars qui trompe sa femme, là, puis que quand on lui reproche
reproche de tromper sa femme, là, ben, il dit on n'est pas mariés, c'est permis par la loi. Tu sais, c'est pas parce que quelque chose est permis par la loi que c'est la bonne chose à faire. On vit dans un monde là, en pleine mutation, en plein changement. COVID vient, c'est sûr, exacerber ça un peu, mais il y a plus que ça. Même avant COVID, on était en pleine mutation, en plein changement. Puis comme entrepreneur ou comme leader, si tu veux gagner la confiance de tes clients, de tes partenaires, de tes fournisseurs, je pense qu'il faut élever notre niveau de conscience tous ensemble pour justement pouvoir gagner la confiance des gens qui nous entourent. Parce que on vit une crise. On vit une crise qui n'est pas nécessairement une crise économique, non plus une crise climatique. La crise qu'on vit n'est pas d'abord et avant tout une crise sanitaire et encore moins une crise politique. Oui, toutes ces crises-là existent. Toutes ces crises-là sont réelles, autant politique, sanitaire, santé, économique, peu importe. Mais si on vit toutes ces crises-là, c'est parce qu'on vit une crise beaucoup plus grave que pas grand monde sont conscients. On vit une crise de leadership. Puis là, ben, vous êtes peut-être solopreneur, vous êtes peut-être un investisseur tout seul à votre compte. Puis là, vous vous dites, ben moi, je n'ai pas d'équipe à gérer, je n'ai pas. Pourquoi leadership? Ben, si tu veux te démarquer en 2021, si tu veux faire plus de ventes, si tu veux avoir plus de succès comme entrepreneur, si tu veux résister à tous les chambardements qu'il y a dans le monde, puis te démarquer, autant comme entrepreneur, comme leader d'influence ou comme personne humaine, disons-le à la base, ben, tu dois te poser, premièrement, comme question, pourquoi tu fais ce que tu fais, puis en quoi ça fait une différence dans nos vies. Parce que, comprenez-moi bien, là, puis je veux que ça soit très clair, puis je vais même m'assurer de le répéter souvent pendant la matinée, c'est correct de faire de l'argent. C'est même souhaitable. Sauf que si on fait la comparaison avec un automobile n'a pas été créé pour acheter du gaz. Un automobile n'a pas été créé pour acheter du carburant. Le carburant est nécessaire pour que l'automobile puisse accomplir sa mission, qui est d'avancer du point A au point B. Quand tu as besoin de ton automobile, c'est pour te rendre à une certaine destination qu'à pied, ben, ça serait trop long et trop compliqué. Alors, tu prends ton automobile. Sauf que l'automobile, à la base, n'a pas été créée pour acheter du carburant. Elle a besoin du carburant pour accomplir sa mission. Une compagnie, une organisation, un entrepreneur n'est pas créé pour faire de l'argent. Et un entrepreneur, une entreprise, une organisation est créée pour être en mouvement, pour changer des vies, pour régler des problèmes, pour faire une différence dans la vie des gens. Oui, l'entrepreneur, l'entreprise a besoin de l'argent, comme l'automobile a besoin du carburant pour avancer. C'est correct d'avoir de l'argent. C'est même le fun, c'est même nécessaire pour avancer. Sauf que le but premier, c'est d'avancer. Parce que plus que tu vas avoir de l'impact dans la vie des gens, puis c'est vraiment la thématique centrale de notre matinée, bien, plus que tu vas faire de ventes. Puis ça va venir. Puis tu vas avoir beaucoup plus de fun, puis tu vas te démarquer beaucoup plus dans ton marché, puis dans ta compétition à faire ces ventes-là, parce que tu vas moins courir après. Puis tu vas avoir un meilleur focus et une meilleure vision à le faire. Parce qu'on l'a dit, le monde a changé. Ça fait longtemps que je dis ça, puis pour ceux qui me suivent en conférence, en particulier Linda, ben, peut-être même tannée de l'entendre parce que ça fait des années que je le dis. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui, puis il va l'être encore moins demain. Et ça, oui, il y a COVID qui vient, comment dire, multiplier ça, qui vient exacerber ça, mais il y a plus que COVID. C'était là avant. Et comme entrepreneur, ben, le gros défi qu'on a, ben, c'est de capter l'attention. On vit dans un monde très bruyant. On vit dans un monde où trop souvent les entrepreneurs et les influenceurs ou les leaders d'opinion ou d'influence, ben, on ne fait que du bruit par-dessus du bruit lorsqu'on veut passer nos messages.
qui dit impact, bien, dit message aussi. Et c'est là qu'il faut capter l'attention. Parce que quand vous allez être capable de capter l'attention puis faire, comment dire, la différence, puis être capable de démontrer l'impact que vous voulez avoir dans la vie des gens, bien, voici ce qui va arriver. Vous allez gagner la confiance. Parce que comme consommateur, moi, là, je suis conscient que l'entreprise avec qui je veux faire affaire parce qu'elle est en position de solutionner un de mes problèmes ou de me procurer un produit ou un service, je sais que cette entreprise-là veut faire de l'argent parce qu'elle a besoin de cet argent-là comme carburant. Je respecte ça. Sauf que si je réalise que le but de cette entreprise-là, c'est juste de faire de l'argent, il y a un disconnect. Il y a une perte de confiance, il y a une friction, c'est plus difficile de gagner la confiance à ce moment-là. Parce que de toute façon, si je veux faire affaire avec une entreprise qui veut juste faire de l'argent, ben, je n'ai même pas besoin de sortir de la maison. C'est rendu tellement facile, vous n'avez pas idée, là. Je suis en train de parler avec un client, là, puis il me dit « Hey, as-tu lu tel livre? » Clic, 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 le livre est sur Amazon. Je suis maintenant à Amazon Prime. Je clique dessus, puis le lendemain, il est devant ma porte chez nous, même si je suis à Hawkesbury, dans un petit village de 10 000 habitants. Fait que je suis prêt à encourager local. Puis depuis COVID, là, c'est beaucoup un sujet à la mode là, où on encourage les consommateurs à acheter local. Je suis pour ça. Sauf que le commerçant, l'entrepreneur, l'entreprise locale, elle doit être capable de me démontrer qu'elle est là pour faire une différence dans ma vie, pour m'aider à solutionner mes problèmes. Et c'est comme ça que, comme entrepreneur, comme investisseur, bien, on va se démarquer. Non seulement on va se démarquer, mais les gens vont être capables de voir notre unicité. Qu'est-ce qui nous rend unique? Puis ça, en faisant ça, bien, vous allez avoir bien plus de fun. Vous allez avoir bien plus de fun à faire de la business, puis vous allez vous lever le matin, puis vous n'allez même pas sentir que vous allez travailler. Parce que vous allez sentir que vous êtes en mission. Et quand on va vous demander si, comme entrepreneur, tu fais 20 heures par semaine ou 80 heures par semaine, tu ne seras même pas capable de répondre parce que tu vas avoir du fun à faire ce que tu fais. Fait que c'est vraiment ce que je vous souhaite, puis ça va être la thématique aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, ça devrait être quand même assez faisable. On a 19 personnes totales sur l'appel. En 15-20 secondes, c'est écrit 30 secondes sur la diapo, là, je vais vous demander à tour de rôle, puis je vais vous nommer de dire votre nom et ce que vous faites là, en quelques mots. Puis, question de respecter le temps et qu'on ne prenne pas trop du temps de la matinée. Je vais vous demander, s'il vous plaît, le plus possible de faire ça short and sweet. Alors, je vais commencer par Geneviève. Donc, moi, je m'appelle Geneviève Apout. Je suis un petit entrepreneur, traiteur depuis quelques années. Puis, je suis vraiment passionnée vraiment de tout ce qu'on peut obtenir localement. Et j'aimerais pouvoir m'embarquer dans démarrer un café, une boutique de ce style-là pour pouvoir faire découvrir cette passion-là avec les gens de ma communauté. Super, merci Geneviève. On a ensuite Linda. Bonjour tout le monde, Linda Brisebois, je suis en grosse transition de travail. Je m'enligne pour devenir coach, accompagnatrice avec des outils de PNL. J'aide les gens à se libérer de leur étiquette. Super, merci Linda. Robert. Bonjour tout le monde, Robert Giroir. Moi, je suis directeur général d'un café d'économie sociale qui fait de l'intégration en santé mentale, mais je suis avant tout un homme qui contribue à être inspiré puis à inspirer les autres. Super. Merci. Merci Robert. On a Lynn. Oui, bonjour. Moi, je suis Lynn Labrec. Je suis artiste, sculpteur et j'ai des présences en ligne. Et puis, il faut dire que je n'ai pas encore établi ma belle phrase de pourquoi encore. Fait que je ne peux pas dire les beaux mots que vous avez tous dit jusqu'à maintenant. Ça s'en vient. Lynn, ça s'en vient. Merci. Maintenant, c'est le tour de Daniel.
Bonjour tout le monde, Daniel Larrivé, je suis manufacturier de produits de produits naturels, devrais-je dire, pour les soins du corps, des produits que l'on fait homologuer par Santé Canada et que l'on commercialise tant en Chine, c'est un tout nouveau réseau que nous avons, aux États et on va tenter aussi l'Europe. Voilà. Ouais. Merci Daniel. Martin, je ne sais pas s'il y en a d'autres, Martin Croteau. Martin Croteau, je suis enseignant présentement, investisseur immobilier. Puis, je veux aider les jeunes à comprendre l'immobilier puis comprendre leurs finances personnelles pour les aider à ce niveau-là. Super. Merci Martin. Jonathan. Bonjour, moi c'est Jonathan Fossel, salarié en quête de liberté, investisseur immobilier, puis moi je veux faire la différence dans la vie des gens. Je suis encore en train de savoir de quelle façon, mais je sais que je peux avoir un impact dans la vie des gens. Donc voilà, je reste à la Rive-Nord de Montréal. Merci Joe. Michael. Ben, salut à tous, Michael Charrette. Je suis expert Amazon et ce que je fais, c'est j'aide les e-commerce, en fait les propriétaires de e-commerce à devenir libres de temps et faire plus d'argent avec leur vente. Super. Merci Michael. Jacques. Bonjour, mon nom est Jacques Rondeau. Je suis conseiller en sécurité financière. Ma mission principale, c'est de simplifier les finances personnelles, de protéger ce que vous avez et de vous faire prospérer jusqu'au dernier souffle de votre vie et de m'assurer que vous allez dormir bien à toutes les nuits. Ouais. Merci Jacques. Maria. Bonjour à tous. Je suis nouvellement retraitée après 20 ans de carrière au sein d'un corps policier. Je suis également proche aidante depuis 11 ans. Donc, en ce moment, je suis en transition. Je travaille beaucoup avec Raymond. Je sais que ce qui m'anime le plus, c'est tout ce qui est relié à la santé mentale, de par mon expérience de policière et de proche aidante. Et je souhaite mettre ma passion pour la formation au service des autres pour qu'ils deviennent à leur tour des agents de changement. Super. Merci Maria. Éric. Bon matin tout le monde, mon nom est Éric Giguère. Moi, je suis pompier de formation. Ce que je fais, moi, c'est que j'aide des gens à réussir à atteindre leurs objectifs immobiliers. Je suis prêteur privé, fait quand ils ont des petites coquilles ou des choses comme ça, les gens peuvent m'appeler puis je leur donne un petit coup de main. J'aide aussi les gens qui sont dans le besoin à faire des consolidations de dettes, à leur aider à atteindre eux aussi leur objectif, là, à les libérer financièrement d'un fardeau. Fait que c'est ce que je fais comme travail. Ouais, merci Éric. Marc. T'es sur mute, Marc. Voilà. Bon. Ça rentre? Excusez. Marc Bergeron. Moi, je suis en démarrage nouvellement d'une entreprise pour, au niveau du plein air. Entre autres, offrir la formation, tout ce qui concerne l'orientation en forêt, l'interprétation de la nature, comment se débrouiller, emmener les gens à avoir de l'autonomie et de la confiance en eux-mêmes pour se lancer en sentier hors piste, en dehors des sentiers battus pour faire la découverte puis atteindre des niveaux de performance là, en plein air où vraiment la personne est confiante. Super. Merci, Marc. Mariama, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Bon, parce qu'on ne te voit pas, c'est pour ça. Bonjour Raymond, je suis là. Parfait. Oui, alors moi, je suis coach professionnel certifié et j'accompagne dans mon cabinet Math Coaching and Consulting les leaders, les entrepreneurs, porteurs de projets et tout ce qui concerne le coaching de leadership, la transformation, etc. Et aussi, je suis fondatrice d'une OBNL, qui est une académie de leadership qui renforce aussi également, qui a pour but de renforcer les capacités des femmes et leur leadership. Donc, voilà. Merci. Est-ce que Valérie est là? Oui, Valérie est là. Je suis Valérie. J'ai 3 entreprises. Je suis aussi agente en sécurité financière, donc ça serait une activité. L'autre activité, c'est que je suis conseillère en diversité.
Donc, j'utilise la diversité. Je ne connais pas le mot en français, mais on dit I leverage diversity. J'utilise la diversité pour accroître le chiffre d'affaires de mes clients. Bon. Et puis, je suis médiatrice certifiée, donc j'ai aussi une entreprise qui fait de la résolution de conflits, de la prévention de conflits. Super, merci Valérie. Si ça peut te rassurer, moi aussi en français, j'utilise le mot leverage. Je n'ai pas réussi à le traduire encore. Parfait, merci. Alors, Dom, en auto, si tu nous entends, tu peux prendre 20-30 secondes pour te présenter. Bien sûr. Bien sûr. Bon, donc, mon nom est Dominique Legault. Je suis entrepreneur. Mon entreprise s'appelle DML Tech Automation. Je suis un distributeur industriel. On participe à l'évolution technologique des entreprises sur la rive sud de Montréal. Puis, c'est pas mal ça. C'est ce que je fais dans la vie pour l'instant. Super, merci Dom. Pat, est-ce que tu es là? Oui, j'ai eu un contretemps. Il y a quelqu'un qui est venu me visiter tantôt. Il a fallu que je quitte. Là, je suis revenu. À ce que j'ai compris, il faut qu'on se présente. Donc, Patrick Milo, entrepreneur en construction spécialisé en réparation de fondations. Dans le fond, notre compagnie, c'est SOS Sous-Sol. C'est pas mal ça. On aimerait ça avoir plus d'impact dans la communauté. C'est pour ça que je suis là. Et moi, la bonne personne, je pense. Ouais, puis je veux juste rassurer tout le monde, là, la patate, c'est pas son vrai nom de famille. C'est vrai, je ne l'ai pas changé encore. Merci, Pat. Et la dernière et non la moindre qui vient tout juste d'arriver, je ne sais pas si elle nous entend, il y a Joanne. Joanne, est-ce que tu es là? Salut, mon nom c'est Joanne. Oui. Ce que je fais, c'est qu'en ce moment, je suis en train d'étudier pour devenir agente de sécurité financière aussi. Okay. Et sur ma deuxième entreprise, c'est que j'aide les étudiants internationaux à s'inscrire à des collèges, universités au Canada. Et ma troisième entreprise, c'est que j'aide les personnes à atteindre leur but financier. Donc, je prends le temps de les connaître, de les apprendre un peu plus sur eux. Et puis, ensemble, on fait un plan pour qu'ils puissent arriver à leur but plus rapidement. Donc, je trouve un moyen pour eux, pour qu'ils puissent apprendre à eux-mêmes dans l'investissement, comment s'y rendre. Parfait. Merci, Joanne. Alors, à mon tour de présenter, pour ceux qui me connaissent peut-être un peu moins, Raymond Brisebois. Non, ça, ce n'est pas la bonne photo. Coach, conférencier, formateur, principalement dans les domaines de la communication et du leadership, passionné des êtres humains. Je travaille avec soit en coaching privé au niveau communication mobilisatrice, mais aussi au niveau mindset, puis comment aider les gens à trouver leur pourquoi, trouver leur raison d'être, leur vision, puis être beaucoup plus performants dans leur entreprise. C'est sûr que je fais un petit peu plus de coaching depuis la dernière année grâce ou à cause de COVID, c'est selon. Je travaille beaucoup avec la cité collégiale à Ottawa aussi parce que je suis installé dans la belle région de Prescott-Russell. On est, Linda et moi, dans notre 6e année maintenant dans l'est de l'Ontario. Et outre la cité collégiale à Ottawa, je travaille beaucoup aussi de plus en plus avec SDCPR, la Société Développement économique de Prescott-Russell, qui est l'hôte, si on veut, l'organisateur de cet événement-là ce matin. Alors, comme je vous disais tantôt en début de présentation, voilà un mois environ, on a fait l'atelier sur définir son why, qui était vraiment la base. Si vous avez manqué cet atelier-là ou si c'est quelque chose que vous n'avez pas travaillé encore, vous êtes quand même à la bonne place ce matin parce qu'il va toujours avoir moyen de rattraper. Ce n'est pas nécessaire absolument à 100% d'avoir assisté à l'atelier le mois passé. Si vous aviez le désir d'être là ce matin, bien, les raisons qui ont fait que vous vouliez être là ce matin, bien, on va les combler, ces raisons-là. Je vous en assure. Puis de toute façon, à la fin de l'atelier, avant de quitter, je vais vous mettre un lien pour mon calendrier, pour mon agenda, et je vous offre 1 heure de suivi gratuit où vous allez pouvoir venir me jaser puis rattraper ce qui n'a peut-être pas été dit ou que vous avez manqué le mois passé. Mais on va pouvoir travailler ça ensemble pour vous aider à passer au prochain niveau. Alors, ce qu'on disait, dans le fond, lors de cet atelier-là le mois passé, c'est qu'avant de pouvoir conquérir un empire externe, comme entrepreneur, comme entreprise, quand on veut grandir, bien, on cherche
à conquérir des choses. On cherche à grandir, à grossir, à atteindre certains niveaux, et c'est normal, c'est même très noble. Sauf que ce qu'on ne réalise pas parfois, c'est qu'avant de pouvoir conquérir un empire externe, on doit d'abord et avant tout conquérir ce qu'on appelle notre empire interne. C'est la base. Puis c'est ce que ça fait, découvrir son why, puis découvrir l'impact aussi, déterminer l'impact qu'on veut avoir dans la vie des autres. Et pour ce faire, il faut réaliser c'est quoi notre Everest. Bernard Voyer, premier Québécois à avoir escaladé l'Everest il y a plusieurs années, disait dans une conférence que afin de pouvoir monter, escalader l'Everest qui est 8840 mètres d'altitude, tu dois d'abord et avant tout aller à 8840 mètres à l'intérieur de toi. Métaphore, bien sûr. Aller à l'intérieur de soi, c'est un travail que la plupart des entrepreneurs n'aiment pas faire parce qu'on bâtit, on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures, puis même parfois beaucoup d'argent à bâtir notre entreprise. Au niveau branding, expert en médias sociaux, marketing, site web et j'en passe. Sauf que prendre le temps de s'arrêter pour travailler sur soi, ça, c'est plus tough. Et sauf que quand on prend la peine de déterminer c'est quoi notre Everest, quand on prend la peine de travailler d'abord et avant tout sur notre empire interne, on a beaucoup plus de chances de conquérir notre fameux empire externe. Le niveau qu'on veut atteindre comme entrepreneur, là, les sommets qu'on veut gravir, beaucoup plus facile à ce moment-là. Puis plus que ça, parlant de gravir des sommets, c'est bien de vouloir grimper les échelons, que ce soit dans votre carrière professionnelle ou d'affaires ou de business ou peu importe. Ce qui est bien, c'est de s'assurer de poser l'échelle sur le bon mur. Et c'est là que ça fait toute la différence. Alors, ce qu'on a vu le mois passé, vient de ce monsieur-là, Simon Sinek, qui écrit le fameux livre à succès « Tout commence par le why », de Start with Why. Il est le TED Talk le troisième vidéo TED Talk sur le web le plus regardé depuis 2009, en dizaines de millions de vues. Et ce qu'il disait, c'est que la plupart des gens savent qu'est-ce qu'ils font, ce qu'on appelle le quoi. Et j'espère, comme entrepreneur, que vous savez comment le faire. Très peu de gens, toutefois, savent pourquoi ils le font. Le mois passé, au risque de me répéter, on a travaillé ça, le pourquoi. Puis, dans le fond, on a commencé à le travailler parce que certaines personnes qui étaient présentes sur l'atelier, il y a un travail qui doit se faire par après, là, un travail de suivi, parce que dans le fond, c'est comme une prise de réflexion, si on veut. C'est comme une prise de conscience initiale qui est faite. Et ça peut prendre quelques heures là, avant de pouvoir vraiment déterminer quel est ton pourquoi. Pourquoi tu te lèves le matin, puis en quoi ça fait une différence dans la vie des gens. Ce qu'on a vu aussi le mois passé, c'est que est-ce que ton why peut être de faire de l'argent? Et la réponse était non. Pas parce que ce n'est pas bien de faire de l'argent, puis je vous ai dit que je le répéterai, là, mais je vais le répéter encore. C'est bien de faire de l'argent. On veut tous en faire, puis moi le premier. Sauf que je refais l'analogie avec l'auto. Le but d'une compagnie, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est d'être en mouvement. C'est de changer des vies, de régler des problèmes, de faire une différence. L'argent, c'est le carburant qui te permet de faire ça. Un de mes anciens mentors appelait ça des unités de liberté. Ça te met beaucoup plus libre de faire ce que tu veux faire puis de grandir, mais de continuer à faire une différence et d'être en mouvement. Et on avait donné l'exemple le mois passé de compagnies comme, mettons, Blockbuster, qui, quand Netflix est arrivé, les fameux clubs vidéo Blockbuster, là, pour ceux de ma génération, là, quand on allait au magasin se trouver des cassettes là, ou ça a commencé par des VHS, puis on a évolué jusqu'au DVD. Mais Blockbuster, qui était un géant planétaire en termes de dizaines de milliers de succursales et de centaines de milliers d'employés, n'a pas voulu se réinventer, n'a pas voulu suivre ce qu'on appelle une juste cause, un pourquoi, parce que 12% de leurs revenus totaux étaient tirés des frais de retard. Quand est arrivé Netflix, qui offrait un membership mensuel, Blockbuster a voulu continuer à faire de l'argent, mais là, maintenant, ils sont morts.
parce que leur focus n'était pas à la bonne place. C'est correct de faire de l'argent. Sauf que si c'est ça ton but premier, ça va être beaucoup difficile, comme on a vu tantôt, de bâtir la confiance. Et là, ces temps-ci, grâce ou à cause de COVID, on vit une crise de confiance. Vous devez juste avoir dans les médias, dans l'actualité, sur les médias sociaux, les sensibilités des gens, en général, sont à fleur de peau. Comme consommateur, ça se répercute. Comme entrepreneur, tu dois négocier avec ça. Tu dois être conscient qu'il y a une petite coche de plus à faire pour gagner la confiance des gens. Et c'est là que tu dois t'adapter, c'est là que tu dois te réinventer un peu. Ce qu'on disait le mois passé, c'est est-ce que je suis obligé d'avoir un pourquoi? Et la réponse toute simple était, ben non, tu n'es pas obligé, tout comme tu n'es pas obligé de te démarquer. Tu peux être comme tout le monde et te battre contre toute la compétition qui sont toutes pareilles et qui disent toutes la même chose. Alors, si tu veux te démarquer comme entrepreneur pour avoir plus d'impact, ben, c'est là que tu vas pouvoir faire une différence. C'est là que tu vas avoir bien plus de fun à faire de la business parce que plus gros va être ton impact, plus important va être ton impact, bien, plus gros vont être tes revenus. C'est relié, ça va ensemble. Ce qu'on a vu aussi, ça va nous amener vers notre premier exercice de la matinée. Quand tu es entrepreneur, tu as deux choses que tu fais. Tu es soit à la chasse ou tu es soit à la pêche. Quand tu es à la chasse, par définition, si on regarde la métaphore, ta proie, elle se sauve. Qu'on pourrait comparer à ton objectif ou tes ventes ou la vente que tu veux faire ou ton client que tu vas aller chercher. Puis, c'est pas mal là, de chasser, parfois, il faut le faire. C'est-à-dire, quand un client, je ne sais pas, nous demande de l'information sur nos produits et services, bien, on peut avoir la plupart du temps des suivis à faire. Mais quand on fait des suivis, on est un petit peu en mode chasseur et c'est correct. Sauf que, question de vous démarquer, puis d'avoir bien plus de fun à faire votre business, quand tu es à la pêche, ta proie, elle vient à toi. Puis si on poursuit la métaphore, l'analogie, bien, l'appât, bien, c'est toi. C'est ce qu'on appelle ton branding personnel. C'est ce qui fait que les gens veulent faire affaire avec toi. Alors, l'exercice qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre dans des salles, à peu près 3 ou 4 personnes là, par salle, et je vais vous mettre au défi de déterminer, puis vous pouvez échanger, là, faire un petit brainstorm, chacun dans vos entreprises respectives. Prenez le temps de peut-être 1 à 2 minutes pour vous présenter vite, là, puis je vais vous donner un total de 10 minutes. En termes de branding personnel, relié à l'analogie de la chasse et la pêche. Comment, comme entreprise, vous pourriez un peu moins chasser puis beaucoup plus être pêcheur, c'est-à-dire que par votre identité, par vos valeurs, par votre pourquoi, les gens, les clients, les prospects vont venir beaucoup plus facilement à vous. Ça va? Je vais créer les groupes. Pas tellement long. Et c'est parti. Moi, bougez pas, je vais juste mettre le temps. Raymond, peux-tu juste préciser exactement c'est quoi qu'il faut dire? Comment, dans ton entreprise, être plus pêcheur que chasseur? OK. Pour attirer plus que de courir après les clients.
Alors, juste à cliquer, puis ceux qui ne sont pas partis encore de rejoindre la salle pour aller rejoindre vos partners. Alors, Daniel, tu n'as pas l'option d'aller rejoindre ta salle? C'est ici. Vraiment, à un événement, je vous avais dit que j'étais l'ami de Normand Luxac. Ah oui! On s'était déjà rencontrés d'abord. Oui, c'est ça. Ben oui, le monde est petit. Ben, merci de me le rappeler. Alors, qu'est-ce que ça a donné en peut-être 2-3 interventions, des idées que vous avez eues pour être beaucoup plus comme entreprise en mode pêcheur que chasseur? Qui veut se lancer? Ben, je vais y aller. Oui. C'est Joanne. On a eu une super bonne discussion, puis on était tous sur la même longueur d'onde. Et puis, c'était pas mal de se donner de soi. C'est ça qu'on avait conclu. C'est d'aider l'autre et de poser les bonnes questions pour savoir c'est quoi son pourquoi, qu'est-ce qu'il veut exactement, afin de vraiment l'aider. Puis, à ce moment-là, lorsqu'il revient, lorsqu'il se sent super bien avec nous, puis qu'il voit qu'on fait ça avec notre cœur, c'est là maintenant qu'on pourrait voir quel produit serait mou pour lui, puis voir si on pourrait l'aider à travers notre business. Donc, si à la longue, les clients, la communauté va s'apercevoir, va avoir conscience que tu es beaucoup plus en mode d'ajouter de la valeur puis de vouloir donner. Et c'est comme ça que tu vas développer un brand, si on veut, une image de marque qui va faire en sorte que les gens vont venir vers toi. Exactement. Super. Est-ce qu'il y a eu d'autres idées? Oui, mais je peux intervenir dessus, Raymond. Oui. Avoir écouté les deux participants avec lesquels j'étais, il y a quand même des activités qui je ne dirais pas qui imposent ou qui obligent, mais à se trouver dans une situation plus de chasseur que de pêcheur. Et ça arrive. Inversement. Ça dépend aussi, bien sûr, c'est l'activité première. Je pense que celui qui a un restaurant, il ne peut pas aller à la chasse du client pour faire entrer les gens dans son restaurant, on s'entend. Mais celui qui est sur la route et qui vend un produit, voire un service, ben là, il faut qu'il développe sa clientèle. Si on prend un agent d'immeuble, il ne peut pas passer sa vie au bureau avec une pancarte sur sa porte, agent d'immeuble. Je pense que ça ne suffira pas. Donc, dépendamment de la situation, eh ben, il y en a qui sont plus chasseurs que pêcheurs et inversement. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça que j'en ai ressorti de cette rencontre. Et je trouve ça quand même intéressant parce que ça donne une ouverture, bien sûr, sur diverses activités. Voilà. Tu as un très bon point, Daniel, puis ça me permet de peut-être apporter une petite précision. D'abord et avant tout ce que tu as dit est très légitime, c'est vrai. Il faut parfois, comme entrepreneur, on n'a pas le choix d'être à la chasse. Moi, je dirais, dans le cadre de mes activités de coach, de formateur, de consultant, ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais ça pas mal à mon compte, puis depuis les 2-3 dernières années, vraiment, ça va de mieux en mieux. Il y a peut-être un 60-70% du temps où je suis pêcheur parce que les gens viennent à moi par référence. Et il y a un 30-40% où je dois être à la chasse pour faire mes suivis, puis je veux dire, me faire connaître de certaines personnes. Alors, à ce point-là, tu as raison. J'ai aimé que tu utilises l'exemple des agents immobiliers parce que je travaille beaucoup dans ma pratique avec du monde de l'immobilier. Et mon point est que des agents immobiliers, je ne t'apprends rien en disant qu'il y en a un plus un autre.
dans les grands centres urbains, là, des agents immobiliers, il y en a une tonne. Il y en a, comme on disait en bon québécois, une trolley. Et qu'est-ce qui fait que tu te démarques? Qu'est-ce qui fait que tu te différencies? Qu'est-ce qui fait que si j'ai besoin d'un agent immobilier puis j'ai le choix dans ma région entre 10, 15 ou 20, pourquoi toi plus qu'un autre? Et c'est là que le mindset, l'attitude, l'état d'esprit de pêcheur, où tu travailles beaucoup plus sur ton identité, sur ton branding, ton image de marque personnelle, c'est là que tu vas te démarquer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la chasse. Oui, on n'a pas le choix. Parfois, si on veut faire grossir nos chiffres, nos ventes, puis passer à un autre niveau, moi, je dis tout le temps dans mes coachings, pour obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, tu dois faire quelque chose que tu n'as pas fait encore. Et ça peut impliquer la chasse. Puis j'en conviens. Ceci étant dit, si tu es 100% du temps à la chasse, ben, tu vas te buter à des gens qui, eux aussi, sont 100% à la chasse. Puis là, à un moment donné, c'est comme jouer à la loterie. Là. Alors, si tu veux vraiment te démarquer puis gagner la confiance de tes clients beaucoup plus, je partage ton point de vue, Raymond, mais si, bien sûr, là, je réfère à mon activité, ce qui est quand même naturel, bien évidemment. Je serais beaucoup plus pêcheur que chasseur. Dans ma situation, c'est de présenter nos produits via une boutique en ligne, de la mettre à jour, cette boutique, pour vraiment valoriser les produits, bien entendu. Mais la chasse, je ne l'exclus pas. Dans notre situation, la chasse, ça serait plutôt dans un élément de service après-vente pour apporter satisfaction, pour démontrer notre présence, notre soutien, que la personne n'allait pas abandonner après avoir acheté un de nos produits, répondre en fond à toutes ces interrogations ou questions. Là, je serais plus, disons, que chasseur à ce niveau-là. C'est comme ça que dans ma boutique, je vois cette situation. Maintenant, bien sûr, chacun a son entreprise, chacun a son commerce et chacun doit adapter le volet pêche versus le volet chasse en fonction du... Ça, c'est une particularité qui appartient à tous et chacun. Oui, effectivement. Alors, on va passer au... Merci à tous. On n'a pas le temps d'avoir les commentaires de tout le monde si on veut rester dans 2 heures qu'on s'est fixé ce matin. Mais c'est des discussions de toute façon que si ça vous tente de m'en jaser en privé après dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va me faire plaisir. Là, j'ai une question. On va faire un petit débat ensemble là, de quelques minutes. On n'ira pas dans les salles, on va le faire dans la grande salle tous ensemble. J'aimerais entendre 2-3 points de vue sur qu'est-ce que c'est le leadership pour vous. On a vu tantôt en début de présentation que je voulais vous faire prendre conscience qu'on vit une crise présentement partout sur la planète. Au-delà de crises de santé sanitaire, économique, politique ou autre, même environnementale, toutes ces crises-là, oui, existent, au risque de me répéter, mais elles sont causées d'abord et avant tout par une crise de leadership. Alors, qu'est-ce que c'est, dans vos mots, dans votre perspective, le leadership pour vous? Qui veut se risquer? Pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de mettre le monde dans les bonnes chaises, qui est capable d'optimiser le potentiel de ses pairs en tant que tel. C'est ça que... J'aime ça. Merci. Pour moi, le leadership, c'est avoir la capacité d'amener des individus à atteindre un certain objectif, en fait. C'est de servir, en fait. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui sert, qui est capable de guider et d'inspirer, d'influencer positivement des vies. Excellent. Très bonne réponse. Un rassembleur. Un rassembleur. Merci, Martin. Puis Jacques, une dernière intervention avant qu'on continue. C'est celui qui monte la voie, qui sait où il s'en va, qui sait où il s'en va, et puis qui est capable d'aller chercher le meilleur dans chacune des personnes, puis de le maximiser au maximum. Puis cette personne-là, une fois qu'elle va être bonne, ben, elle va aider d'autres personnes, puis etc. Super. Vous savez quoi, les amis, là? Vos réponses là, sont tous bonnes. Et on pourrait même là, prendre vos réponses puis écrire un livre ensemble, là, puis chaque réponse que vous avez donnée serait le titre d'un chapitre. Ceci étant dit, il manquerait un chapitre juste avant. Puis ce chapitre-là s'intitulerait « Leadership
personnel. Parce que pour pouvoir faire, pour pouvoir arriver à tout ce que vous avez dit dans vos définitions personnelles du leadership, il faut d'abord et avant tout travailler sur le leadership de soi-même. Si vous êtes ici ce matin, là, c'est parce que vous voulez faire plus de ventes, vous voulez amener votre business, votre entreprise à un autre niveau. Et là, vous avez probablement, votre curiosité a été piquée en disant, qu'est-ce que ça veut dire, ça, augmenter son impact afin d'augmenter ses ventes? Puis là, vous avez ce désir-là très noble de vouloir travailler sur vous-même et je vous dis bravo. Puis je vous dis tellement bravo là, que je vous dis que ce n'est que le début. Parce que, je prends l'exemple là, de Pat, avec qui je travaille en privé. Je sais que Pat dirige une équipe. Il n'est pas tout seul. Pat, dans son entreprise, il y a des joueurs avec lui, il y a des équipiers avec lui. Alors, je comprends sa définition du leadership. Et tous ceux qui ont travaillé avec des gens, d'ailleurs, je dis souvent à la blague, le leadership, ce serait très simple si ce n'était pas des gens. Parce qu'on a à dealer, parce qu'on a à négocier et à interagir avec d'autres êtres humains, c'est normal que le leadership, c'est parfois un défi. Ce qu'il faut réaliser, c'est que si vous voulez avoir de l'impact afin d'augmenter vos ventes ou afin d'augmenter votre influence ou afin que votre message passe mieux, le leadership est un ingrédient vital, essentiel dans l'équation et ça commence par soi. Et quand on réalise ça, puis qu'on a travaillé sur le pourquoi, pour ceux qui étaient là lors de la dernière séance et pour ceux qui ont déjà commencé dans des interventions avec moi ou avec d'autres à travailler sur votre pourquoi, vient ensuite ce qu'on appelle la vision et la mission. Deux concepts qui, je m'aperçois souvent, il y a de la confusion, sont mélangés. Puis là, ben, on va faire un petit jeu. Je vais vous retourner dans les salles, puis je vais tenter de vous mélanger un peu, là, de faire ça peut-être différent le plus possible. Et le défi que je vais vous lancer là, pour 5 minutes, c'est de débattre, brainstormer, faire un petit remue-ménage sur c'est quoi la différence entre vision et mission. Et on va voir, là, ça va être bien intéressant. Puis après ça, on va pouvoir passer à l'autre étape suite à ça. Bon, qu'est-ce que ça a donné? Une ou deux réponses? De bons résultats, Raymond. Ah oui, OK. Ben oui. Alors, quelle est la différence entre vision et mission? Oh, c'est comme passer du projet à l'action. Donc, la vision serait le projet, puis la mission, c'est l'action? Oui. Oui, c'est pas pire. Moi, j'aime ça. Est-ce qu'il y a une autre définition? Bien, c'est sûr qu'on a échangé, mais moi, si je prends ma réalité dans mon organisme communautaire où je suis impliqué comme DG, la vision, c'est la vision que le conseil d'administration me donne, la cible qu'on doit atteindre ou le but dans l'espace-temps. Puis la mission, mais c'est qu'est-ce qui me guide à chaque jour? C'est quoi les actions que je dois faire à chaque jour pour atteindre cet objectif-là à un moment réel, les comment, les pourquoi, puis toute la cause qu'on porte. Chez nous, la mission, c'est d'intégrer des gens qui sont issus de la santé mentale puis de les mettre au cœur de l'organisme. Donc, s'il y a des journées où on est quatre entrepreneurs à travailler puis qu'on oublie les gens de santé mentale, on n'est pas dans notre mission. Là. On n'est pas dans notre pourquoi. Là. Très bon. Est-ce que ça se peut que pour certaines entreprises, organisations, quand COVID est arrivé, puis pour la plupart d'entre nous, là, sauf peut-être exception, là, mais pour la très grande majorité des entreprises, des entrepreneurs et des gens, quand COVID est arrivé, on ne l'a pas vu venir. Et pour certains, leur mission a peut-être changé, mais pas la vision. Ça se peut-tu, ça? Oui. C'est possible, Raymond. Enfin, moi, quelqu'un veut... Oui. Oui, hein? C'est possible parce qu'il faut s'adapter à une situation. Et c'est là que je voulais vous amener. Parce que, dans le fond, là, la prise de conscience précède le changement. Souvent, on fait des choses, des fois, sur le pilote automatique. On fait des choses sans vraiment en être pleinement conscient. Et cette prise de conscience-là peut être très payante au niveau focus, clarté et au niveau là, de vouloir faire une différence puis d'être plus conscient de l'impact qu'on peut faire. Vous aviez raison dans vos définitions parce qu'effectivement, la vision, c'est où on veut aller et peut-être à très long terme, tandis que la mission, bien, c'est beaucoup plus spécifique. C'est comment on va s'y prendre pour aller là. On a vu le mois passé le pourquoi.
Puis pour ceux que ce n'est pas encore réglé, là, dans le fond, pourquoi vous levez le matin puis en quoi ça fait une différence, bien, vous aurez la chance, comme j'ai dit tantôt, de prendre rendez-vous avec moi, puis on pourra approfondir ça, puis on pourra le travailler là, pour vous aider à amener ça à un autre niveau, pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Après ça, bien, va venir justement, c'est où vous vous voyez comme être humain, comme entrepreneur, investisseur ou entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et la mission, bien, c'est comment vous allez vous y prendre pour vous rendre là. Quand on veut aller à Toronto, mettons, je veux aller, je ne sais pas moi, je suis allé dernièrement avec, dernièrement, il y a quelques mois, avec Linda à Niagara, bien, on avait une vision. Après ça, la mission, bien, on a mis le GPS, puis on s'est arrangé pour y aller, là. Ce qui est arrivé, c'est que s'il y a une route qui est fermée, s'il y a un accident, s'il y a un détour, bien, ça se peut que le GPS dise « recalcule ». Mais quand ta vision est claire, puis qu'en plus, tout ça est nourri par un pourquoi qui est noble, clair, défini, puis vraiment, là, c'est fort, puis tu sais où tu t'en vas avec ça, bien, ça se peut que la mission, de temps en temps, tu te réajustes, sauf que tu ne prends pas panique, tu restes quand même encouragé, puis tu continues à avancer parce que tu as quelque chose à long terme. Tu peux voir où tu t'en vas. Puis ce qui va te donner beaucoup plus de focus, de clarté, et qui va t'assurer aussi que tu te bâtis, comme on a dit tantôt, un empire interne, bien, ce sont tes valeurs. Je vais vous mettre tout de suite dans le chat, puis je vais vous inviter à le télécharger. Ça va être fait. Une liste de valeurs. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux que je le fasse pendant que tu continues? Ah oui, donc, tu l'as? Parfait. Fait que je vais te laisser le faire. Bon. Je viens du monde de la vente corporative. Je viens d'une époque là, où on embarquait dans notre véhicule puis on faisait des 40-50 000 km par année à aller voir les entreprises avant les emails puis l'Internet puis tout le kit. Je viens du monde là, des téléphones cellulaires à 4 000 $ et des fax. Puis c'était comme la seule technologie qu'on avait. J'ai visité des belles entreprises qui avaient des beaux bureaux là, avec des valeurs, puis des énoncés de mission, puis de vision, tout ça là, en arrière de la réception. Là, puis c'était bien beau. Là. Sauf que des valeurs juste sur un mur, ça ne vaut rien. Ce n'est pas vivant, c'est juste abstrait, puis à la limite, c'est juste concept. Si vous voulez vraiment définir votre identité, puis définir l'impact que vous voulez avoir dans la vie des gens afin, puis je me répète, de faire plus de ventes puis d'avoir plus de succès, vos valeurs fondamentales sont importantes, voire même vitales. Et la liste qu'on va vous mettre dans le chat, dans la boîte de conversation, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à consulter cette liste-là et faites l'exercice de réduire la liste à pas plus que 4 valeurs. Pourquoi 4? Puis ceux avec qui je travaille là, vont trouver ça redondant parce qu'on le répète souvent. C'est qu'une valeur n'est pas gratuite, n'est pas acquise. C'est ce qui fait que les gens vont vouloir faire affaire avec vous. On a fait l'exercice tantôt en petit groupe de branding personnel, là, de comment être plus pêcheur que chasseur. Bien, c'est ça. Entre autres, l'ingrédient pour être beaucoup plus pêcheur, c'est d'avoir des valeurs fondamentales identifiées qu'on peut mettre en mouvement, qu'on peut mettre en action, qu'on peut mettre en verbe. Alors, l'exercice que je vais vous suggérer, puis on n'a pas le temps de le faire ce matin, c'est de prendre cette liste-là, si ce n'est pas déjà fait, de travailler la liste pour réduire à 4 valeurs fondamentales qui, pour vous, sont non négociables. Ça ne veut pas dire que les autres valeurs ne sont pas bonnes. Ça veut juste dire que c'est ces 4-là que vous avez choisis pour aller à la guerre, pour aller au combat, pour définir votre identité personnelle et votre identité de business. Après ça, ces 4 valeurs-là, pour pas que ça soit juste une belle décoration sur le mur, je vous invite à les mettre en verbe. Je donne un exemple. Une de mes valeurs, en fait, 2 de mes valeurs personnelles, moi, sont l'engagement et l'excellence. Et comment j'ai réussi à mettre ça en verbe?
ça va comme suit, c'est dans tout ce que je fais et j'entreprends, je m'engage à toujours atteindre l'excellence. Ça fait partie de mon identité personnelle, de mon brand. Que je fasse un coaching à 200$ de l'heure ou à bénévole pro bono ou que je parle à un chum ou à un client ou à un prospect, c'est toujours ma raison d'être. C'est toujours comme ça que je me lève le matin puis que je suis motivé de me lever puis que je me couche le soir avec satisfaction. Alors, ce que ça va faire, vous, c'est ça. C'est que ça va définir votre identité, votre branding personnel, votre image de marque. Et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus pêcheur que chasseur et ça va donner un sens à l'impact que vous voulez avoir dans votre communauté, dans votre marché. Et ultimement, ça va être beaucoup plus facile de faire plus de ventes. Après avoir fait cet exercice-là, ce que je vous suggère, c'est faire le plan de 20 ans. Ce qui arrive, là, c'est que l'espérance de vie augmente. Alors, peu importe l'âge que vous avez, là. Et je sais qu'il y a des gens ici sur l'appel qui ont plus ou moins le même âge que moi, à peu près, là. Ça veut dire que si vous êtes de ma génération, les probabilités sont, si vous prenez soin de vous-même, de votre personne, de votre santé, c'est que vous allez vivre encore au moins un autre 20 ans. Et puis, la fameuse, comment dire, phrase là, qu'il fait une époque, là, il y a plusieurs années, là, ça va sûrement faire sourire Jacques, là, Liberté 55 de London Life. Là. Mais ça, c'est un concept qui est rendu utopique, là, dans le sens qu'on ne tient plus à prendre notre retraite absolument à 55 ans parce que ce qu'on cherche plutôt, c'est de faire une différence, d'avoir du fun, d'être libre, oui, financièrement, ça c'est correct, mais de continuer à avoir du fun et de faire une différence dans la vie des gens. Alors, ça se peut. Donner un exemple. Même si ça ne paraît peut-être pas, là, j'ai 58 ans. Alors, dans 20 ans, je vais en avoir 78, puis je peux tout de suite vous prédire que je vais être encore actif. Je vais avoir du fun, je vais faire ce que je veux quand je veux. S'il n'y a pas de pandémie et de COVID, je vais voyager en masse. Sauf que je vais continuer à faire une différence dans la vie des gens. Là. Et ce que je veux vous encourager de faire, c'est d'écrire. Ça peut être juste des bullet points, là. Quel est votre plan de 20 ans au niveau personnel, business, affaires, sociales, famille, tout, là. Mettez-en le plus possible parce que voici ce qui arrive. Puis là, on va tomber dans vision, justement. C'est que tu n'as pas besoin de plan B quand tu as un plan de 20 ans. Parce que ton plan de 20 ans va devenir ce que moi j'appelle personnellement ma mission divine. Ça me rend beaucoup plus productif parce que tout ce que je fais pratiquement chaque jour, à tout le moins à chaque semaine, est toujours en lien avec mon plan de 20 ans. Alors, quand arrive une COVID, comme tout le monde, je suis humain. Pendant une semaine ou deux, je me demande qu'est-ce qui se passe, mais après ça, je me retrousse les manches, je me relève et j'avance vers mon plan de 20 ans. Je fais juste comme ajuster ma mission, si on veut. Et c'est le plus grand service que vous pouvez vous donner en tant qu'être humain, puis au niveau de votre clarté, de votre focus, en lien avec votre pourquoi, vos valeurs, votre vision, votre mission, faire votre plan de 20 ans. Avec certains clients, on va même aller plus loin. Ce qu'on va faire, c'est que les gens avec qui je travaille vont écrire ce qu'on appelle une lettre post-datée de 5 ans. Alors, t'imagines l'exercice, là, c'est qu'aujourd'hui, on est le 25, 26 février, le 25. Alors, si tu fais ça aujourd'hui, tu écris une lettre datée du 25 février 2026. Puis dans cette lettre-là, tu écris à un ami fictif ou imaginaire tout ce qui s'est passé dans les derniers 5 ans. Là, après ça, quand tu vas planifier tes semaines là, de travail ou de business ou dans ton agenda, là, tu vas avoir beaucoup plus de focus. Puis au-delà de faire les fameuses to-do list là, qui ne fonctionnent pas, on va en parler un petit peu de productivité tantôt, là, mais tu vas être beaucoup plus performant. Et c'est là que tu vas commencer beaucoup plus à bâtir ce qu'on appelle ton empire interne. On a beaucoup parlé, autant le mois passé qu'aujourd'hui, que si tu veux te bâtir un empire externe, tu dois d'abord et avant tout travailler sur ton empire interne. Voici à quoi ça ressemble quand on parle d'empire interne. Et je travaille, un de mes coachs virtuels, si on veut, est un dénommé Robin Sharma. Et quand on parle d'empire externe, d'empire interne, pardon, il y en a 4. On n'aura pas le temps ce matin de voir les 4,
Mais voici ce que ça donne. On parle bien sûr de mindset, ce qui se passe entre les deux oreilles. On parle de heart set, le cœur, c'est-à-dire au niveau des émotions et ainsi de suite. On parle de santé, tout ce qui est physique, et on parle vraiment d'un petit peu plus de spiritualité. En coaching, bien, on les voit tous ces empires-là parce que plus fort vont être tes empires internes, bien, plus facile puis plus performant tu vas être pour atteindre ce que tu veux atteindre en termes d'objectifs d'empire externe. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est beaucoup plus au niveau de ce qui se passe entre les deux oreilles. Parce que si tu veux être plus performant, si tu veux avoir plus d'impact, on le sait que ça commence à l'intérieur de toi et ça commence entre les deux oreilles. Puis la première question que j'ai le goût de te poser, c'est si tu es menteur. Là, tu vas dire, ben voyons donc. Puis je vais comprendre ta réponse. Si tu me dis, ben voyons donc, je vais comprendre pourquoi tu me dis ça. Là. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Puis j'ai le goût de te dire, là, ne crois pas tout ce que tu penses de toi. Ne crois pas tout ce que tu penses de toi. Parce que souvent, on se dit, ah, demain, je vais aller au gym. À partir de là, il faut que j'arrête, il faut que je coupe le sucre. Ou il faut que j'arrête, trop d'alcool, je coupe ça, j'en bois plus la semaine. Ou toutes sortes d'exemples qu'on pourrait utiliser. Là. Et si un de tes amis te traitait comme toi, tu te traites, bien, il ne serait plus ton ami, fort probablement. Puis ça commence de même. Puis la prise de conscience à faire, la première, si tu veux bâtir ton empire interne, c'est commence par prendre conscience des menteries que tu te comptes. Parce qu'on est formé par nos conversations. Conversations avec nous-mêmes à la base, puis les conversations avec les autres. Puis quand on parle de conversation avec les autres, ce qu'il faut prendre conscience, c'est ce qu'on appelle notre réseau, notre orbite personnelle. Et là, vous avez sûrement entendu là, vos parents ou vos grands-parents dire qui s'assemble se ressemble. Ce n'est pas faux, là, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Ou vous avez entendu d'autres dire on est la somme des 5 personnes avec qui on passe plus de temps. Puis c'est même prouvé que, mettons, notre compte de banque reflète le compte de banque des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Puis c'est pas faux, là, c'est vrai. Ceci étant dit, c'est même prouvé scientifiquement. Ce monsieur-là ici, le docteur Nicholas Christakis de Harvard, il a fait une étude sur une dizaine d'années, une longue étude. Et son étude, elle est dans un TED Talk appelé « L'influence cachée des réseaux sociaux ». Et quand il parle de réseaux sociaux, ce n'est pas les réseaux sociaux qu'on connaît comme les plateformes là, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. C'est des réseaux sociaux physiques. Et ce qu'il a déterminé, Nicholas Christakis, c'est qu'on est non seulement influencé par notre entourage proche, le premier niveau de notre orbite personnelle, mais ça va jusqu'à 3 niveaux. Des gens qu'on ne connaît peut-être même pas. Alors, si tu veux avoir plus d'impact dans ton réseau, puis dans ton marché, puis avec tes clients, puis la communauté que tu sers, tout est déterminé par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça commence, on a dit le leadership personnel. Le leadership, ça commence par le leadership personnel. Ce que Nicholas Christakis a découvert sur sa longue étude de plus d'une décennie, c'est qu'il est capable de voir sur toute la planète, sur toute la map du monde, c'est où il y a du diabète, c'est où il y a de l'obésité, c'est où il y a du cancer, c'est où il y a ci, c'est où il y a ça, les niveaux de revenus et ainsi de suite. L'alcoolisme, la drogue, et il a même pu utiliser ses recherches puis ses modèles de recherche pour déterminer où il y aurait le plus de COVID sur la planète. Quand je dis ça va jusqu'à 3 niveaux, oui, tu es influencé par les conversations que tu as avec tes amis sur une base quotidienne, régulière, mais aussi par les amis de tes amis et les amis des amis de tes amis, des gens que tu connais probablement même pas. C'est pourquoi il est vital que tu te bâtisses ce qu'on appelle une équipe de rêve. Alors, si tu veux vraiment passer au prochain niveau, là, pour avoir plus d'impact, puis faire plus de revenus, puis vraiment avoir plus de succès,
puis tu vises un niveau là, dans ta vision que tu n'as pas atteint encore, là, bien, les gens qui t'entourent, fais bien attention. Ça se peut que tu aies peut-être à congédier virtuellement des gens dans ton réseau. Parce que ces gens-là peuvent te tirer vers le bas ou te tirer vers le haut. Et c'est là que c'est important. Tellement que dans son étude, Dr. Christakis utilise cet exemple-là. Vous voyez ici à l'écran un atome de carbone. Un atome de carbone, tu peux faire deux affaires avec ça. Tu peux faire un crayon à mine ou tu peux faire un diamant avec la même matière. La seule différence, c'est le réseau. Comment un réseau est constitué, l'atome de carbone va produire un crayon à mine ou un diamant? Alors, c'est à toi de décider. Ton succès futur va être déterminé par les gens qui t'entourent, que tu le veuilles ou non. Alors, c'est pour ça que ça se peut, puis ce n'est pas à moi à m'ingérer dans ta vie, mais que tu aies à congédier des gens qui sont autour de toi. Puis c'est ça qui va faire toute la différence dans l'impact que tu vas avoir. Parce que, dans le fond, là, quand tu regardes le succès, on parle de, si tu veux passer à un prochain niveau, ça implique une performance. Si tu veux avoir plus d'impact, si tu veux faire plus de ventes. Tantôt, Daniel, avec raison, a parlé de chasse. Puis, Daniel, je veux vraiment réitérer, tu avais raison dans ta façon de voir ça. On appelle ça une performance, dans le fond, pour accomplir certaines ventes, certains chiffres de vente, d'affaires et ainsi de suite. Puis, dans le fond, là, dans l'équation, ta performance, là, c'est ton potentiel. C'est-à-dire tout ce que tu as appris à l'école, tes habiletés, tes talents, puis les connaissances que tu es allé chercher. Puis dans l'équation, il faut que tu soustrais les interférences. C'est ça. Souvent, le succès tient beaucoup plus aux soustractions qu'aux additions. Souvent, tu vas atteindre beaucoup plus facilement le succès si tu soustrais des affaires de ta vie plutôt que d'en rajouter. Ça, on n'en prend pas conscience parce qu'on cherche tout le temps à devenir plus, puis à en faire plus, puis ainsi de suite. Puis là, on court après notre queue. Puis on se demande comment ça se fait, on n'atteint pas le succès qu'on va atteindre. Et si c'était dans l'équation de soustraire des choses, ce qu'on appelle des interférences. Puis ça va te rendre beaucoup plus léger, beaucoup plus performant, beaucoup plus focus, beaucoup plus de clarté. Tu vas te lever le matin avec beaucoup plus de raison de te lever. Ça, on l'a répété souvent. Et tu vas atteindre beaucoup plus facilement la performance que tu veux atteindre. Là, on va parler de diète. Puis pas de diète là, comme keto, sans gluten ou végé ou quoi que ce soit. Là. On va parler de diète là, entre les deux oreilles. Puis l'attitude que j'ai le goût de vous proposer, si vraiment vous voulez être plus performant entre les deux oreilles, ayez toujours cette attitude-là que 3/4 de réponse vaut mieux qu'une réponse et demie. Parce que les gens là, qui frappent un mur là, sont ceux qui souvent ont cette phrase-là, consciemment ou inconsciemment, que « Ah oui, on a toujours fait ça comme ça ». Et c'est là que quand arrive une crise, quand arrive un changement soudain, quand arrive un changement de règlement, ou tu sais, quand tu ne fais pas les affaires pour les bonnes raisons, là, que ton pourquoi n'est pas identifié, là, bien, c'est là que tu frappes un mur une fois de temps en temps, puis tu t'aperçois que ton échelle n'est pas sur le bon mur. Puis tu es obligé de redescendre, puis de trouver un autre mur pour mettre ton échelle. L'attitude 3/4 de réponse versus une réponse et demie, c'est que tu ne te sens pas comme si tu étais arrivé. Tu as toujours cette ouverture d'esprit-là pour pouvoir apprendre. Puis parfois même, aux âges où on est rendu, tous et chacun, parfois, il faut apprendre à désapprendre. Puis ça, bien, ça nous ouvre des portes quand on a cette attitude-là. Alors, quand vient le temps de votre développement personnel, là, quand vient le temps de devenir meilleur dans votre champ d'expertise, dans votre domaine d'activité, la suggestion que je voudrais vous faire, là, c'est faites-le de façon intentionnelle. Faites-les pas quand ça donne. Faites-les pas quand vous avez le temps. Cédulez le temps. Faites-le de façon intentionnelle. Puis quand on parle d'intentionnel, bien, ayez cette attitude-là que les meilleurs, dans n'importe quel champ d'expertise, dans n'importe quel domaine d'activité, les meilleurs ont des coachs. Alors, si ça fait 6 mois, vous êtes start-up, vous êtes en démarrage, ça fait 6 ans ou ça fait 60 ans que vous êtes en affaires, apprendre à désapprendre, 3/4 de réponse au lieu d'une réponse et demie, puis soyez coachable. Parce que si vous voulez continuer à avoir de l'impact et faire une différence,
bien, souvent, on a le nez collé sur l'arbre, puis on ne voit pas ce qui se passe. L'exemple que je vous donnais de ce monsieur-là, que beaucoup de gens connaissent, surtout avec la série qui a passé dernièrement sur Netflix, Michael Jordan. Bien, Michael Jordan a ce monsieur-là comme coach, un dénommé Tim Grover. Tim Grover est son préparateur physique. D'ailleurs, il est le préparateur physique de aussi tous les grands de la NBA, entre autres Kobe, feu Kobe Bryant et bien d'autres. Et quand Michael Jordan a voulu commencer à jouer au baseball, ben, Tim Grover l'a préparé physiquement pour le baseball. Quand ça n'a pas marché le baseball, puis Michael Jordan a dit à Tim Grover, ben, je retourne jouer au basketball, ben, Tim Grover a dû le repréparer pour revenir au basketball. Les meilleurs ont des coachs. Là, si vous voulez en savoir plus sur ce monsieur-là, Tim Grover a écrit un très bon livre qu'on appelle Relentless. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, il faudrait vérifier. Mais vraiment, si vous voulez vous dépasser comme entrepreneur, comme leader, c'est un livre à lire. Quand on parle d'être intentionnel, ben, c'est aussi de le mettre à l'agenda. Tu sais, quand on parle là, de le mindset, revenons-en. Là. Quand on parle d'empire interne, puis qu'on prend un des 4 empires internes, puis qu'on regarde c'est quoi le mindset, l'état d'esprit, on pourrait penser que c'est la saveur du mois, soit sur le web, les médias sociaux, puis dans le monde de la motivation, puis du développement personnel. Beaucoup de monde parle de mindset. Très peu de gens parlent concrètement c'est quoi le mindset, comment on peut l'optimiser. Bien, la première chose qu'on peut faire pour l'optimiser, c'est d'être conscient de notre diète mentale, d'être conscient de nos conversations et de notre réseau qu'on a vu tantôt, notre orbite personnelle qui va jusqu'à 3 niveaux, et de prendre des actions puis d'être intentionnel, de ne pas le faire au hasard, de ne pas le faire quand ça donne, puis de le mettre à l'agenda. Puis une autre chose qui va vous rendre beaucoup plus performante, c'est d'écrire dans un journal. Ça peut sembler très banal, mais souvent le succès tient à peu de choses. Puis vous allez m'entendre souvent le répéter, c'est souvent facile à faire, sauf que qu'est-ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Puis une chose qui est très facile à faire, puis aussi à ne pas faire, puis en business, là, vous allez trouver, voyons donc, à quoi ça sert, c'est d'écrire un journal de gratitude de façon intentionnelle à la fin de votre journée. Ça ne prend que 5 minutes. Ça va vous aider à mieux dormir, mais ça va faire plus que ça. Cette madame-là ici, j'ai de la difficulté à prononcer son nom de famille, là, mais je vais juste dire Dr. Sonia. Elle est aux États-Unis, elle aussi. Elle a fait des recherches sur... elle est neuropsychologue. Donc, elle est vraiment en psychologie, mais en psychologie aussi où elle étudie le cerveau. Elle a pris 2 groupes dans sa recherche et un des 2 groupes devait écrire de façon intentionnelle et délibérée et stratégique à chaque soir dans un journal de gratitude. L'autre groupe, ben, tout simplement, ne le faisait pas. Pendant 1 mois, le groupe qui, de façon délibérée et intentionnelle, écrivait dans le journal de gratitude, a vu son taux de dopamine augmenter de 45 %. La dopamine, là, c'est une drogue légale. Vous savez, aux Olympiques, là, tu te fais tester si tu prends des drogues illégales, là, puis tu peux perdre ta médaille et être disqualifié. Là. La dopamine, c'est une drogue qui aide à ta performance, mais c'est légal parce que c'est ton cerveau qui la sécrète naturellement. Puis comme entrepreneur, tu as besoin de dopamine parce que la dopamine va te donner plus de clarté, de concentration et, puis ça c'est payant, là, de créativité. Parce que ça a l'air de rien, là, mais comme entrepreneur, tu as besoin de régler des problèmes. Tu es un artiste. Tu as besoin de ta créativité. Alors, si tu peux, de façon légale et gratuite, avoir plus de dopamine, doper la chimie de ton cerveau de façon légale, pourquoi pas? Puis tout ce que ça prend, c'est 5 minutes par soir à écrire tes gratitudes dans un journal avec un crayon, parce que la connexion entre le crayon ici manuel puis ton cerveau est physiologique, puis c'est très payant et productif. Facile à faire, facile à ne pas faire. Sauf que ça peut faire toute la différence dans l'impact que tu vas avoir auprès de ta communauté. En parlons de productivité maintenant, parce que quand tu veux avoir plus d'impact pour faire plus de ventes, tu as besoin évidemment de productivité.
Là, on va faire un dernier petit exercice avant de conclure la journée. Je vais vous retourner dans les salles et je vais vous demander de débattre pendant 5 minutes quelle est la différence entre urgent et important. Vous allez voir, ça va être bien intéressant. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Quelqu'un veut se risquer? La différence une belle discussion, tout dépendamment des angles. Moi, j'ai un président de conseil d'administration qui a simplifié ça en 2 mots en anglais. Là. Pour moi, un urgent, c'est un need to have, puis un important, c'est un nice to have. Fait que quand je fais ma gestion de mes priorités pour évaluer ma productivité de la journée, bien, je vais focusser sur ce que j'ai besoin de faire versus ce qui serait bon que je fasse. OK. C'est pas, comment dire, ça a du sens. Ça a du sens. On va creuser un petit peu plus dans pas longtemps. Ben oui, ben oui. Une dernière définition? Moi, je dirais que ce qui est urgent ne peut pas être remis à demain, tandis que ce qui est important peut l'être. En tout cas, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie en ce moment tous les jours. OK. Je vais vous amener à un autre niveau, bien humblement. À 99,999% du temps, un qui règle ça. Les pompiers, la police, l'ambulance, les premiers répondants. Et souvent, les urgences, surtout quand on est entrepreneur, bien, ce sont les urgences des autres, la plupart du temps. C'est sûr que si tu es dans une entreprise de service, je peux comprendre que tu es à gérer des urgences, sauf que la plupart du temps, si c'est bien fait, tu peux décider quand est-ce que tu vas régler les urgences. Souvent, quand on prend conscience de ça, que les urgences sont réservées au 911 la plupart du temps, bien, on prend beaucoup plus le contrôle de notre agenda, de notre horaire, de notre journée, et on devient beaucoup plus performant à être plus dans l'impact que dans les réactions. Puis je vous donne un exemple très personnel, puis à la base, vous allez peut-être penser que je suis sans cœur, mais vous allez voir où je veux aller avec ça. Pour ceux qui me connaissent personnellement, qui connaissent mon histoire, le 4 juillet 2012, ma petite fille de 16 ans s'est faite frapper par un train. Je n'étais pas là, j'étais au travail à ce moment-là. J'avais un job de nuit dans un hôtel au centre-ville de Montréal. Et par tous les moyens, l'accident est arrivé à 20 heures et par tous les moyens, on tentait de me rejoindre. Et j'étais en appel-conférence sur une autre ligne et je ne répondais pas au bip-bip qui sonnait dans mon oreille parce que je me concentrais sur l'appel-conférence dans lequel j'étais impliqué. Et à tout le monde à qui je pose la question, est-ce que c'était urgent de me rejoindre ou c'était important? 99% des gens vont répondre que c'était urgent. Pourtant, Marianne avait été prise en charge par les services d'urgence. Elle avait les meilleurs intervenants d'urgence possibles qu'elle pouvait avoir, ambulance, policiers. Elle a été transférée en traumatologie à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Elle a eu les meilleurs chirurgiens au monde qui se sont occupés d'elle. Important ou urgent? Je dirais que c'était important pour toi, puis c'était urgent que les médecins la prennent en charge. Puis c'était important pour toi. Joe. Puis les médecins, l'urgence, ils l'ont réglé. Dans les plus brefs délais possibles, tous les intervenants d'urgence ont fait ce qu'ils avaient à faire, ont fait leur job. Ambulanciers, policiers, pompiers, médecins, name it, toute la gang ont fait ce qu'ils avaient à faire. Tout dans leur possible. L'urgence, il y a des gens qui s'en sont occupés. Toutefois, c'était très important que je le sache, par exemple. Puis je l'ai su, j'ai quitté la job, Linda est venue me chercher, puis on s'est en allé à l'hôpital dans les plus brefs délais. C'est de faire la différence. Puis là, je vous parle d'un exemple extrême, là, j'en conviens, mais c'est de faire la différence entre urgent et important. Puis souvent, les urgences, ce ne sont pas nos urgences. Je travaille en productivité avec une autre fille, une cliente qui, elle, elle ne voyait pas le bout de ses journées, puis elle était tout le temps en train de courir après sa queue, façon de parler, parce qu'elle gérait les urgences de tout le monde. Et là, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'à chaque heure, quand arrive et 55, elle se donne un 5 à 10 minutes pour gérer les urgences des autres. Puis après ça, elle ferme son téléphone,
Puis pendant 1 heure, elle gère ce qui est important pour elle. La différence entre important et urgent. Il faut, à un moment donné, il y a une expression dans le monde de la gestion et des affaires qu'on appelle time management. Puis si vous voulez avoir plus d'impact, puis vivre votre pourquoi, puis votre vision, puis votre mission, puis faire plus de ventes, puis avoir plus de succès, je vous encourage à passer du time management au impact management. Puis ça, là, c'est facile. Vous avez juste à regarder votre pourquoi, vos valeurs, votre mission, votre vision, votre plan de 20 ans. Puis quand vous planifiez votre semaine, planifiez-vous 3 priorités en lien avec votre plan divin, votre plan de 20 ans, votre vision, votre mission. Puis ça, ce que ça va faire là, à la fin de votre semaine, là, il y a un paquet d'affaires sur votre to-do list que vous n'aurez pas faites, mais vous allez vous en foutre. Vous ne serez pas stressé parce que vous allez avoir accompli vos priorités d'impact, beaucoup plus. Donc, gérez l'impact que vous avez, que vous voulez avoir dans votre communauté, dans votre réseau, beaucoup plus que les urgences des autres. C'est correct, les urgences. Là, si vous avez pogné un flat, il faut remplacer le tire. Là. Je comprends ça, puis ça arrive. Sauf que si vous planifiez beaucoup plus ce qui est important pour vous dans votre semaine, vous allez arriver à la fin de la semaine, vous allez vous sentir léger. Ça va même sécréter ce que des endorphines, là, la fameuse hormone de sexe. Là. Vous allez être sur un momentum, sur un nuage, parce que vous avez accompli les vraies affaires qui ont beaucoup plus d'impact dans votre mission. La chose que je veux vous proposer vient d'un dénommé Rory Vaden, un beau TED Talk que vous pouvez regarder qui s'appelle, je ne sais pas s'il est en français, c'est Procrastinate on Purpose. Oui, ça peut être bien de procrastiner parfois. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle ça son funnel de focus. Quand arrive une tâche, première question à se poser dans le funnel, c'est est-ce que je peux l'éliminer, cette tâche-là? Si je ne peux pas l'éliminer, si, mettons, je sens que je me pose des questions, puis c'est là l'équation, 3/4 de réponse au lieu d'une réponse et demie. Là. Ça sert, là. C'est que quand j'ai 3/4 de réponse au lieu d'une réponse et demie, je peux regarder la tâche, puis me poser la question, est-ce que je peux l'éliminer? Si je ne peux pas l'éliminer, est-ce que je peux l'automatiser? Tu sais, comme les factures qui se payent à la banque tout seul, ou les paiements préautorisés, ou des choses comme ça, là, tu sais. Si je ne peux pas l'automatiser, est-ce que je peux la déléguer? Puis ça, la déléguer, là, on parle de leadership. Là. On a parlé de leadership tantôt, là, mais je vais conclure là, dans les 5 prochaines minutes sur ça, le leadership. Et si je ne peux pas l'éliminer, l'automatiser ou la déléguer, là, ça revient à moi. Est-ce que je dois la faire maintenant? Absolument maintenant, puis je n'ai pas le choix de la faire maintenant. Mais là, à ce moment-là, je me concentre et je la fais. Ou est-ce que je peux la faire plus tard? Puis si je peux vraiment la faire plus tard, elle monte sur le dessus de la pile, puis voici ce qui va arriver. Là. La plupart du temps, c'est une tâche que vous ne ferez jamais parce que dans le fond, elle n'était pas vraiment importante, la tâche. Puis ça, on appelle ça se concentrer sur les vraies affaires. Puis quand vous commencez à faire ça, bien, vous allez avoir beaucoup plus d'impact. Et, au risque de me répéter, vous allez faire plus de ventes. Puis quand vient le temps d'avoir de l'impact, bien, ça nous prend une équipe de rêve. Ça se peut que vous soyez solopreneur, ça se peut que vous avez des gens, des partenaires, des gens avec qui vous travaillez, des employés, des équipiers, des partners. Et l'important pour être plus productif puis avoir plus d'impact, c'est ce qu'on appelle en anglais « empowerment ». Il faut leur donner du pouvoir, il faut les autonomiser, ces gens-là. Puis comment faire ça? Bien, c'est pour ça qu'il faut que tes valeurs soient déterminées. C'est pour ça que ton plan de 20 ans, c'est pour ça que ton pourquoi, puis ta mission, ta vision, quand tout ça est clair, là, c'est facile de bâtir, beaucoup, pas facile, mais beaucoup plus facile de te bâtir une équipe de rêve. Et ça, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir beaucoup plus la confiance de tes gens et vice-versa. Il y a quelques années, 2 avions volaient dans le même espace aérien. Et il y a des normes, là, puis je ne suis pas un spécialiste en aviation, là, mais dans le monde de l'aviation, il y a des normes qu'un avion ne peut pas voler à plus que tant de 1000 pieds, 10 000 pieds, je ne sais pas combien, là, d'un autre avion. Et l'avion qui était plus en altitude que l'autre a commencé à avoir des problèmes techniques avec son avion et a appelé la tour de contrôle en disant « Tour de contrôle, on a des problèmes.
je dois baisser d'altitude absolument, sauf qu'il y a un autre avion en dessous. Là. Et le responsable à la tour de contrôle a brisé les règles. Il y a des règles de procédure dans l'aviation, là, et il a été obligé d'improviser. C'est qu'il a averti les deux pilotes d'avion. Il a dit à l'avion qui est en bas, prépare-toi, il y a un avion en haut de toi qui va baisser d'altitude, puis toi aussi, il va falloir que tu baisses d'altitude. Ton système d'alarme, parce qu'il y a une alarme dans les avions quand un autre avion est trop proche qui sonne. Alors, sois pas surpris, ton système d'alarme va sonner, puis je vais tenter de vous faire atterrir les deux avions en même temps de façon sécuritaire. Ce qu'il a réussi à faire. Le leadership, là, c'est d'engager quelqu'un, un partenaire, un employé, un équipier, puis d'y faire assez confiance qu'il va respecter les règles et d'y faire assez confiance qu'il va briser les règles au besoin. Parce que le monde a changé. Parce que des fois, on n'a pas le choix de briser les règles. 3/4 de réponse au lieu d'une réponse et demie. Puis c'est ça le leadership, c'est de faire assez confiance que quand ton pourquoi est clair, quand ta vision d'entreprise est claire, puis tes valeurs sont claires, bien, tu vas autonomiser tes employés, empower tes employés beaucoup plus, et ils vont avoir cette vision-là que c'est le résultat à la fin qui va compter beaucoup plus. Même chose dans un hôtel comme le Ritz-Carlton. Cette chaîne-là, chaque employé au service à la clientèle a le pouvoir, l'autorité de dépenser jusqu'à 2 000 $ pour faire plaisir à un client ou pour régler un problème d'un client. Il y a quelques années de ça, il y a un dénommé Chris Hearn qui était en vacances avec toute la famille et leur petit-fils, petit garçon, son nom sort de la tête, là. Un petit garçon de 5 ans qui avait amené son toutou préféré, Joshi la girafe, dans un Ritz-Carlton. Et quand la famille est retournée à la maison, panique, le petit garçon s'est aperçu que Joshi la girafe avait été perdu. Il l'avait oublié. Alors là, ce que le père, pour consoler le fils qui était en panique, en pleurs, lui a dit, ben, Joshi a décidé de rester à l'hôtel pour prolonger ses vacances. Puis là, après ça, ben, ce qu'on appelle une petite menterie blanche, là. Après ça, ben, le père a appelé à l'hôtel aux objets perdus en disant, bon, ben, il a expliqué la situation. Ils ont retrouvé la girafe dans les draps qui avaient été enroulés. Ils ont dit, parfait, qu'est-ce qu'on fait? On va vous la retourner, là, tu sais. Puis là, le père dit, ben, j'ai expliqué à mon fils que Joshi s'était payé des vacances prolongées. L'hôtel a dit, pas de problème, on va vous arranger ça, monsieur. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment payé des vacances à Joshi, qui s'est fait bronzer, qui s'est fait des nouveaux amis. Tout ça a été documenté, pris en photo. Il s'est promené en carte de golf sur le site, le resort. Et ils ont même fait un badge parce que pour payer ses vacances prolongées, bien, ils ont fait travailler Joshi à la sécurité, aux préventions des pertes, et il devait surveiller les caméras de sécurité. Joshi était retourné à son propriétaire avec une série de photos qui démontraient les vacances qu'il s'était payées. Facile à faire, facile à ne pas faire. Tu sais, tu te demandes des fois là, si je vais avoir plus d'impact, c'est-tu bien compliqué? Là? Ben, non, pas tant que ça. Souvent, plus de leadership, plus d'impact, plus de différence, plus de valeur à ajouter à ton marché, à tes clients, à ta communauté, ça tient à peu de choses. Un peu comme 2014 aux États-Unis, dans ce Pizza Hut, 15 minutes avant la fermeture, il y a une dame qui se présente au comptoir pour apporter et ça faisait quelques semaines qu'elle allait visiter son mari à l'hôpital qui était en phase terminale d'un cancer. Et là, elle sentait que c'était pas mal sa dernière soirée. Là, elle sentait qu'il était à ses derniers milles. Alors, elle s'est dit, je vais y payer son repas préféré. Puis le repas préféré du mari en question, c'était un sandwich, boulette de viande, un meatball sandwich. Voici le problème. Pizza Hut n'en fait pas de ça. Alors, elle se présente au comptoir 15 minutes avant la fermeture. Là. Détail important. Parce que dans bien des commerces, là, 15 minutes avant la fermeture, tu n'es pas le bienvenu. Elle s'en va au comptoir, puis elle explique au commis,
l'histoire de son mari, puis son intention d'y payer son dernier repas à vie, peut-être, là, puis il aime bien les sandwichs boulettes de viande. Le commis dit « Bougez pas, madame. » S'en va en arrière, prend 2 pains à l'ail, coupe les pains, met de la sauce à spaghetti, gratine ça, met ça au four gratiné, retourne voir la madame. C'est pas dans le menu, là. Puis vu que c'est pas dans le menu, là, tu sais, les caisses informatisées, là, passe la main autour du comptoir pour ouvrir la caisse manuellement, puis il dit à la madame, donnez-moi 5 piastres, ça va faire. La dame s'en va avec son sandwich. Le lendemain, téléphone au directeur, au gérant du Pizza Hut en expliquant l'histoire, puis en voulant, comment dire, louanger le commis qui avait vraiment fait ce qu'on appelle le extra mille, là, puis en annonçant que malheureusement, effectivement, son mari, tel qu'elle le craignait, était décédé durant la nuit. Sauf que juste avant de rendre son dernier souffle, il avait dit à sa femme que c'est le meilleur sandwich boulette de viande qu'il avait mangé de toute sa vie. Si vous faites aller sur le site web là, de Pizza Hut, là, il y a 12 000 Pizza Hut sur la planète. Il y en a 6 000 aux États-Unis, puis il y en a 6 000 partout dans le monde. Puis je serais prêt à gager un petit 2 là, dans les 11 999 autres Pizza Hut, le commis, en toute légitimité, avec raison, aurait dit « Désolé, madame, c'est pas sur le menu. » En plus, on ferme dans 15 minutes. Facile à faire, facile à ne pas faire. Puis tu sais, quand on dit ça, là, dans le fond, il faut réaliser la puissance des petits gestes. Plus d'impact pour faire plus de ventes, là, puis je vais vous laisser là-dessus, là, ben c'est ça. C'est cette dame-là ici, que peu de gens connaissent, puis souvent dans mes formations, dans mes conférences, les gens m'ont dit c'est Rosa Parks. C'est vrai qu'elle se ressemble. Cette dame-là a gagné plusieurs doctorats honoris causa. Elle a eu des diplômes là, honorifiques là, de 3 universités. Elle a reçu une médaille d'honneur du président Bill Clinton. Et pourtant, elle n'était pas tellement connue. Pas de mari, pas d'enfant, très peu d'éducation, existence très modeste. Pendant des années, elle vivait dans une ville du sud du Mississippi. Et pour gagner sa vie, pour pouvoir manger puis payer ses factures, elle faisait le lavage des gens à la buanderie du village. Donc, tu laissais ton gros sac de linge le matin avant d'aller travailler, puis le soir, en retournant, elle l'avait tout lavé, plié, tout le kit. Et pendant des décennies, tous les 10 cents, les 15 cents, les 25 cents, les piastres, et ainsi de suite, après avoir subvenu à ses besoins, bien, elle mettait ça à la banque. Au bout d'une 40aine d'années, le gérant de la banque qui la connaissait bien lui a demandé au CEOLA est-ce que tu sais combien tu as accumulé pendant toutes ces années? Elle n'en avait aucune idée. Bien, au CEOLA, tu as accumulé tout près de 400 000 $. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Parce qu'elle était rendue 80 avancée. Là. Bien, elle dit j'aimerais donner un 10 % à mon église parce qu'elle était croyante et religieuse. J'aimerais donner un autre 20 % à mes neveux, à mes nièces. Et l'autre 70 %, j'aimerais créer une fondation pour que tous les jeunes noirs qui ont des rêves et du potentiel, mais qui n'ont pas les moyens de réaliser ces rêves-là, puissent le faire. Et à ce moment-là, l'Université Sud-Mississippi a reçu le plus gros don individuel de son histoire, tout près de 275 000 $. Facile à faire, facile à ne pas faire. Quand Ted Turner, le président de CNN à l'époque, le fondateur de CNN, le président des Braves d'Atlanta, a vu ça, il dit, si une dame de cette condition-là peut faire ça, bien moi, je vais donner 1 million. C'est pour ça qu'elle a été honorée par Bill Clinton à l'époque. Elle a été honorée dans plein d'émissions de télévision, dont Oprah, et elle a reçu tous ces doctorats-là honorifiques. Vous voulez avoir plus d'impact, vous n'êtes pas obligé de faire comme au CEOLA puis donner une couple de 100 000 à une université. Là. Mais juste vous faire réaliser qu'après avoir défini votre pourquoi, vos valeurs, votre mission, votre plan de 20 ans, puis ainsi de suite, bien, souvent, ça tient à des petits gestes. Puis c'est juste de définir vos priorités, puis à chaque jour, de faire vos journées de façon intentionnelle en lien avec ces priorités-là, et ça va faire toute une différence. Je vous laisse sur cette pensée-là d'un acteur connu. Oups,
Ici. Dans le fond, là, si vous n'êtes pas en train d'améliorer la vie des gens, puis votre business, elle peut faire ça, même si je ne connais pas vos business respectifs, bien, c'est que vous passez à côté de quelque chose. Puis votre vie, votre business, votre entreprise, votre organisation va devenir beaucoup meilleure. Votre impact, en lien avec votre impact, si vraiment votre mission, c'est de rendre la vie des autres meilleure. Alors, je vous mets dans le chat, je vais arrêter d'enregistrer.